Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Alain Goulet pour parler d'écoute et de deuil. Bonjour Alain, comment vas-tu? Bonjour, très très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Alain Goulet est directeur général du centre d'écoute et du centre de deuil aux Aides-Chemin. Et puis, c'est à partir de sa longue et belle expérience qu'on va pouvoir s'entretenir aujourd'hui de l'écoute et du deuil. Alors, pour commencer dans le sujet, pour toi, c'est quoi un deuil? Comment est-ce que tu définirais la notion de deuil? Je dirais que c'est l'étape qui suit une séparation. C'est pour ça que je dis séparation parce que dans le langage, des fois, on parle de séparation, de deuil. Les puristes disent un deuil, c'est le deuil d'une personne. D'autres disent, oui, mais quand je vis une séparation, quitter un travail, un conjoint, les gens, dans l'expression populaire, vont dire, j'ai un gros deuil à faire et tout. Donc, je dirais, dans la sémantique, le deuil devrait s'adresser juste à une personne. Une séparation, c'est d'un objet ou d'un travail, mais dans la réalité des gens, les gens disent j'ai un gros deuil à faire. Donc, je dirais c'est la même chose pour les gens qui le vivent, peu importe l'objet de la séparation et tout. Et le deuil, je dirais, c'est toutes ces étapes. L'autre fois, quand on parlait ensemble, tu parlais de douleur, ça vient de l'origine de douleur. C'est rare qu'une séparation se fait dans la joie, hein. C'est vraiment toutes les profondeurs de notre être. Tout notre être est touché par cela. Puis tantôt, on va l'aborder un petit peu. Il y a vraiment, quand on parle multifactoriel, là, c'est vraiment très, très, très grand toutes les parties de nous qui sont touchées par cette séparation. Allons-y sans tarder. Quelles sont les parties de nous qui sont touchées quand on vit un deuil? Et finalement, on sait on va dire que tous les deuils sont uniques. Puis en même temps, on reconnaît qu'il y a certaines étapes, il y a un certain processus. Donc, est-ce que tu peux nous dire à la fois en quoi un deuil vient nous bouleverser dans toutes nos dimensions, puis peut-être quelles sont les étapes qu'on reconnaît souvent dans ce processus? J'avais écrit une conférence un moment donné, ça fait longtemps que je réfléchissais sur le deuil. J'appelais ça les trois mouvements du deuil. Donc, quand le deuil nous habite, si on peut dire, ou qu'on le rencontre, quels sont les mouvements qui sont lancés en nous? Fait qu'en premier, je parlerai, avant de parler des mouvements, je te parlerai du décor, ce qui entoure le deuil. Souvent, on ne prend pas ça en compte, mais notre santé physique ou mentale, lorsqu'on vit un deuil, influence énormément le deuil. Si Mhm. tu regardes dans ta vie, lorsque tu vis une période plus fatiguée ou plus stressante, les événements ou les difficultés que tu rencontres semblent beaucoup plus grandes que la réalité. Parce que ta capacité d'énergie et si c'est un moment de plus dépressif dans ta vie ou plus solitaire ou etc. Donc, souvent, on ne tient pas toujours compte de ça. Des fois, on dit aux gens, mais qu'est-ce qui t'arrive, ces choses-là? Mais la personne était déjà abattue avant de rencontrer le deuil. Donc, il est clair que même si ça peut paraître anodin pour une personne extérieure, pour cette personne-là, là, le deuil, ça prend de l'énergie là, pour le traverser, le vivre. Et si au moment que tu le traverses, tu n'avais pas cette énergie-là, ben, c'est sûr que le deuil va te maganer beaucoup plus, si tu permets l'expression. Mhm. Ça, je parlerai du contexte. Les autres mouvements, c'est notre relation avec le défunt. Donc, je te donne l'exemple. Si j'ai une vieille tante que j'ai presque jamais vue, que je connais presque pas et j'apprends son décès, il y a des fortes chances que ça me tire pas à terre. Mais à l'inverse, que si je suis un couple qui vit depuis 40 ans avec ma conjointe et qu'en plus je suis un couple qui a presque aucune relation extérieure, cette personne-là, dans le fond, lorsqu'elle me quitte, je ne sais pas si tu vois, là, je ne quitte pas juste une personne, je quitte l'ensemble de mes relations. Alors, Mhm. souvent, je donne l'exemple aux gens, les relations, imaginez-vous, c'est comme des tuyaux d'oxygène. Alors, si moi, je suis avec ma conjointe, c'est mon seul tuyau d'oxygène pour respirer, ben, si je perds ce tuyau-là, je vais étouffer. Mais si avec ma conjointe, en plus, j'avais des bons amis, j'étais entouré d'une famille, je ne sais pas si tu vois, perdant ma conjointe, il va me rester des tuyaux d'oxygène, hein, des tuyaux Exact. relationnels et tout. Donc, c'est très important et surtout quand tu accompagnes quelqu'un, de regarder dans le fond son état physique, mental,
au début, mais de regarder si cette relation est centrale ou non, et si cette personne-là avait d'autres relations. Donc, tu vois que ça peut amplifier de beaucoup le deuil pour une personne si c'était son seul tuyau d'oxygène, hein. Un autre mouvement du deuil qu'on oublie, puis des fois, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, un ami, un conjoint va perdre un chat, un travail, va perdre quelque chose, et c'est le drame dans sa vie, c'est le drame, ça va le jeter à terre. Puis nous, des fois, de l'extérieur, on se dit, mais voyons, reviens-en, Mhm. reviens-en. Et je te dirais, qu'est-ce qui se passe dans l'être humain? J'appelle ça moi, la mémoire, comment elle fonctionne. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand on voyage, on est toujours tenté à dire, ah, regarde si c'est beau, ça me fait penser au nord de l'Ontario, ça me fait penser, ça me fait penser. L'être humain, chaque fois qu'on vit quelque chose, ça réveille énormément de souvenirs qui se ressemblent. Et un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui connaissait un peu le fonction de la mémoire. Il m'expliquait que la mémoire, elle ne peut pas classer chaque événement individuellement. Ça prendrait trop de place. Mhm. Donc, elle, ce qu'elle fait, la mémoire, c'est lorsque tu vis quelque chose, elle va le mettre dans la même case paysage. Lorsque tu vis des relations heureuses, elle va mettre relations heureuses. Et je ne sais pas si tu me vois venir. Donc, lorsque tu vis un deuil, elle, ce deuil-là, elle va le classer dans deuil. Fait qu'imagine-toi, en le classant dans le deuil, donc, rappelle-toi que quand tu voyages, ça me fait penser à tel visage. Imagine-toi que lorsque tu vis un deuil, ça va te faire penser à tous tes deuils de ta vie. Mhm. Et surtout, dans le fond, si tu peux mettre beaucoup d'ampleur à tous tes deuils non résolus de ta vie. Donc, c'est pas juste ça va te faire penser à tes deuils. Tous les deuils que tu n'as pas résolus ou que tu as voulu enfouir au plus profond de toi vont se trouver réveillés et tu vas te sentir parfois submergé. Et je ne sais pas si tu vois que c'est là que c'est dur lorsque tu es devant une personne qui a perdu sa job ou un chat ou une vieille tante. On est tendance à dire, ben, écoute, reviens-en, là. Mais si on comprend la fonction de la mémoire, c'est aller s'enregistrer dans sa mémoire et c'est aller réveiller tous ces deuils de sa vie, tous les deuils, ces beaux deuils, mais malheureusement, tous ces mauvais aussi qui ne sont pas résolus et D'accord. d'aller enfouir au plus profond. Donc, c'est pour ça que on va en reparler tantôt devant une personne et qu'on fait de l'écoute par rapport au deuil. Je ne sais pas si tu vois, on n'est pas juste devant le deuil qu'elle vit, là, Mhm. on est devant l'ensemble de ces deuils. Alors, c'est pour ça qu'il faut être comme très attentif et ne pas juger, hein, la personne qui est... Mhm. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui est réveillé. On ne sait D'accord. pas tout ce Donc, qui est réveillé. si on résume ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est que le deuil est le processus que traverse une personne suite à une séparation qui peut être liée à une personne, à un objet, à une situation ou à un être vivant comme un animal de compagnie. Ensuite, ce deuil va créer des mouvements chez l'individu. Ces mouvements sont en lien avec sa santé mentale et physique, donc son niveau d'énergie vitale, son niveau de vitalité au moment où le deuil est vécu va influencer l'intensité ressentie, perçue. Dans un deuxième temps, son réseau va être un facteur important, son réseau social. Donc, est-ce que l'objet du deuil occupait un grand espace dans ce réseau social ou est-ce que c'était secondaire, tertiaire? Et donc là aussi, on voit que l'impact du deuil va être ressenti plus ou moins fortement en fonction de ce facteur-là. Et troisièmement, chaque deuil ravive des expériences du passé, à la fois les expériences qui sont inconscientes, puis des expériences qui sont non résolues. Et donc, ça veut dire que c'est comme si c'était une goutte d'eau, mais qui vient faire bouger tout l'individu dans sa globalité et dans son histoire. Et là, tu commençais à évoquer l'écoute. Donc, en quoi l'écoute peut être une alliée précieuse quand on est face à quelqu'un qui traverse un deuil? Et puis surtout, quelle est la posture d'écoute qui est recommandée, qui est la plus aidante? Mais avant, il me resterait un petit mouvement que j'ai oublié de glisser Oui, tantôt. L'être humain, je dis toujours aux gens, on n'est pas fou au complet, hein.
si toi, tu vas au salon funéraire d'une personne que tu connaissais, comme tu n'es pas folle au complet, tu sais bien que ça va t'arriver un jour, hein. Et on oublie cette dimension-là lorsqu'on vit un deuil. Lorsqu'on vit un deuil d'une personne, l'être humain se sent interpellé. Donc, même si on ne veut pas penser qu'un jour ça va finir, on est obligé d'y penser. Mhm. Et l'être humain, je te dirais, le Dalai Lama était très intéressant quand il disait, les Occidentaux, il dit, vous êtes drôles, il dit, vous vivez comme si vous n'alliez jamais mourir, puis vous mourrez comme si vous n'aviez jamais vécu. Alors, dans notre monde occidental, si tu remarques, on n'aime pas beaucoup les rituels funéraires. Si tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe de plus en plus, on les raccourcit, on essaie que ça ne soit pas trop long, puis on peut-tu passer à d'autres choses? Mais concrètement, le rituel de la mort, c'est pas quelque chose qui nous est familier puis qu'on aime ça. Alors, cela, lorsque tu es devant une personne qui vit un deuil, il faut en tenir compte, c'est-à-dire cette personne-là, est-ce qu'elle a réfléchi sur la vie et la mort? Mhm. Si c'est la première fois qu'elle est confrontée à ça, tu comprendras que peut-être ce n'était pas un deuil central, peut-être que ce n'était pas un deuil qui réveillait d'autres deuils, mais ça la met face à sa propre finalité. Et moi, j'ai été surpris, c'est une expérience. J'ai perdu un de mes frères qui était jeune. J'ai été jeté à terre, là, j'ai eu de la misère à m'en remettre. C'était un accident d'auto. Mhm. J'ai été étonné quelques années après que mon père décède, que j'aimais beaucoup, que l'intensité était beaucoup moins grande. Et quand ma mère meurt une dizaine d'années après, que j'aimais aussi beaucoup, l'intensité était aussi moins grande. Alors je me suis dit, si je regarde ça objectivement, je dois les aimer moins parce que je suis moins bouleversé. Mais après réflexion, je me suis aperçu que lorsque mon père ou ma mère sont décédés, j'avais résolu beaucoup de deuils passés par mon premier deuil et je m'étais interrogé beaucoup sur le sens de ma vie et j'avais répondu à cela. Donc, c'est bizarre à dire, mais je ne vivais que le deuil de la personne. Comprends-tu? Il n'était pas surchargé Ouais. par mes autres deuils et par mon sens de la vie. Alors, Mhm. c'est important, je ne sais pas si tu vois le décor, donc quand on est face à un endeuillé, c'est ça qu'on ne sait pas. A-t-il répondu au sens de sa vie? A-t-il réglé ses deuils du passé? Et quelle était la centralité ou non de la personne? Donc, on va aborder l'écoute, mais tu vois, quand tu écoutes, là, c'est tout ça que tu entends, que tu dois Mhm. essayer d'entendre, d'accueillir sans jugement, puis d'aider la personne à cheminer dans cela. Et donc justement, quand vous êtes, vous, par exemple, au centre d'écoute aux Aides-Chemins, quand vous recevez un appel avec une personne qui traverse un deuil, quelles sont les postures, les bonnes dispositions pour offrir l'écoute la plus aidante possible? Alors, j'avais suivi une conférence, elle n'est pas de moi, de la Fondation Montbourquet à Montréal, Madame Nathalie Dian, et elle décrivait bien la posture. Elle disait, écoute, écoute, écoute. C'est d'une grande simplicité, mais elle disait, ces personnes-là, là, ils sont pris avec beaucoup. Si on regarde tout ce qu'on vit, ils sont submergés par beaucoup de choses et tout, et il faut qu'elles évacuent. Donc, l'écoute sans jugement, et je rajouterais normalisation. Je ne sais pas si tu vois tantôt, si tu viens me voir, puis ton chat est mort, puis c'est la fin du monde, je dois normaliser, dire c'est normal. Parce que je dois avoir l'intuition que derrière cela se cache énormément de choses. Donc, c'est normal que tu sois euh, défaite comme ça. C'est normal que tu te demandes si la vie a un sens. C'est normal que tu vois la personne sans arrêt. Tu vois, comme l'autre fois aussi, on se demande, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, des fois, il y a des gens qui disent, je la vois partout, je l'entends partout. Puis eux autres, ils disaient, c'est normal de ne pas essayer d'enlever ça, parce qu'ils expliquaient ça, mettons, je suis ton conjoint, et ça fait 30 ans qu'on vit ensemble.
Le moins de petits pas dans la maison, ça va te rappeler moi. Le même petit son, la même petite chanson, ces choses-là. Puis eux autres, ils m'expliquaient que le cerveau, comment il est fait. Ma relation avec toi, c'est comme si on avait fait une transcanadienne sur la relation, une voix à 6 voix, si on peut dire. Alors, c'est normal que les premiers moments, tout ce qui va ressembler un petit peu va popper comme si c'était vrai. Donc, il disait, si ça dépasse 1 an, on peut s'inquiéter, mais la première année, on normalise, c'est tout à fait normal. Et on écoute. C'est pour ça que j'aimerais te sortir des grandes théories sur la posture, mais c'est vraiment, on donne des séminaires, là, je disais ça, j'ai ma formatrice en chef sur le deuil, là, puis je disais, bon, ben Rachel, on veut former des gens pour accompagner les gens dans le deuil, tu sais, les étapes, puis toutes ces choses-là. C'est quoi tu me suggères? C'est qu'elle elle m'a répondu simplement, donne-nous une formation sur l'écoute active. Alors, c'est 95% des démarches. C'est Et tout ce donc, que l'écoute active, dis-nous un petit peu, parce que c'est sûr que l'écoute, c'est un sens qui est à notre disposition depuis le début de la vie. Et pourtant, c'est pas visible, c'est intangible. Mais l'écoute active, comment tu la décrirais? moi, je partirais de la définition. Tu vois, la majorité des gens, on s'écoute. Salut, comment ça va? Oui, ça va bien, blablabla. Lorsqu'on dit écoute active, c'est je suis activement à l'écoute de l'autre. J'aime ça y aller par image. Ça veut dire qu'Alain, si tu veux être à l'écoute active de j'ai, ton nom m'échappe, Marie-Julie. Marie-Julie, alors tu dois taire ce que tu veux dire et tous tes sens doivent être tournés vers Marie-Julie pour être attentif à ce qu'elle dit et suivre son discours. Donc, pour moi, la définition d'une écoute active, je dirais, c'est aussi simple que ça. C'est je ne suis pas là pour prendre la place, je suis là pour laisser l'autre toute sa place et je suis activement, donc tous mes sens lui sont dédiés pendant 5, 10, 15, 20 minutes. C'est simpliste un peu comme définition, mais moi, c'est la plus belle chose que j'ai retenue de l'écoute active, là. C'est activement l'écoute, totalement dédié à l'autre pour un bout de temps. Magnifique. Mais j'aime beaucoup la simplicité. Je pense qu'on n'a pas besoin de formules compliquées. Dans la simplicité, on peut expérimenter. Puis probablement que l'écoute active, c'est quelque chose qui se pratique, qui s'explore. Pour terminer notre entrevue, est-ce que tu aimerais ajouter quoi que ce soit en lien avec l'écoute active et le deuil? Je rajouterais une petite chose aussi qu'on oublie souvent lorsqu'on accompagne un endeuillé. Tu sais, tantôt, je te disais, on est pressé un peu les accidentaux, hein? On passe à d'autres choses. Puis j'étais fasciné quand ils ont fait une étude auprès de monsieur et madame tout le monde, puis dire combien de temps ça devrait durer un deuil, là? Hmm. Et les gens disaient quelques semaines, 2 à 3 mois maximum, il faut que la personne passe à d'autres choses. Donc, il disait que notre société, on a tendance à dire, ben là, c'est assez. Et l'étude disait, rajoutait en disant, savez-vous quelle est la période la plus creuse pour un endeuillé? C'est après 5, 6 mois. Je ne sais pas si tu vois le décalage qui Mhm. accompagne un endeuillé. C'est, OK, là, tu as pleuré, vas-tu en revenir? Puis la vérité dit, les gens parlent au moins 1 an ou 2 pour que la personne ait fait le tour. Des deuils tragiques, on parle de 2 ans à 5 ans, des homicides de 6 ans. Je ne sais pas si tu vois comment les paramètres sont très, très différents. Ouais. Surtout si on sait ce que je t'ai dit au début. Imagine-toi que la personne est centrale. En plus, cette personne-là a 100 000 deuils non résolus. Puis en plus, elle n'a jamais réfléchi sur le sens de sa vie. Puis on veut que dans 2, 3 mois, hey, c'est assez là. Ouais. Ce que je dirais, cela peut nous aider aussi dans l'écoute parce que des fois, on est tanné d'écouter, tu sais, ça nous empêche d'écouter et tout. Puis, je n'aurais pas grand-chose en terminant, sauf que dire, je dis, le deuil, dans le fond, c'est toute notre vie, hein. Si tu te rappelles, des fois, je rappelle les étapes d'une vie, mais rappelle-toi que quand tu es venu au monde,
Après ça, tu as dû faire le deuil de ta famille pour aller à l'école. Puis après ça, tu as fait le deuil pour aller à l'école secondaire, puis le deuil pour aller au cégep, puis le deuil de tes amis pour trouver un chum ou une chum, le deuil de tes parents pour partir. Toute notre vie, si tu remarques, c'est toujours des morts-vies. On a été obligé de quitter quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose. Hmm. Mais si tu regardes la réalité de la vie, tout ne s'est pas bien passé pour beaucoup de gens, hein. Il y a des gens qui ont parti du milieu familial, qui en arrivant à l'école sont devenus des têtes de turc, puis ont fait rire d'eux, puis ont fait rire d'eux au secondaire. Puis le premier chum, quand ils ont laissé leurs amis, c'était quelqu'un ou quelqu'une qui n'avait pas d'allure. Puis quand ils ont trouvé une première job, le boss, il n'avait pas d'allure. Alors pour des gens, lorsqu'ils vivent un deuil, là, ils n'ont pas grand-chose de positif à s'accrocher, hein. Quand ça va réveiller le deuil, ils ont tendance à dire hey, la vie est difficile, encore Hmm. un deuil, Mhm. encore une chose difficile. Donc, je dirais, la vie, j'avais lu un livre un jour qui disait la vie est difficile et on oublie que pour beaucoup de gens, la vie n'a pas toujours été rose comme un bonbon. Donc, ils n'ont pas des assises solides pour s'asseoir puis dire être positif et tout. Donc, ils ont toute une reconstruction. C'est pour ça que j'ai une petite formation en théologie, puis je m'amusais avec le mot miséricorde. Tu sais, on entendait ça, moi, quand j'étais jeune, la miséricorde. J'aime beaucoup jouer avec les mots, ça vient de miserere cordis, les misères du cœur. Donc, quand on dit d'être miséricordieux, c'est être capable d'accueillir les misères du cœur de la personne. Donc, je dirais, l'écoute au niveau du deuil, on devrait avoir ce cœur miséricordieux, si on peut dire, c'est être devant une personne et être ouvert à toutes les misères de son cœur, sans Mhm. jugement, et être capable de l'accompagner, puis de l'aider à se rebâtir si possible, hein. Mhm. Donc, quand je t'écoute, on pourrait paraphraser en disant que la vie est un grand cycle qui se reproduit tous les jours, où ce sont de multiples cycles de vie, de croissance, de déclin, de mort. Donc, nous traversons la vie en étant exposés à tous ces deuils. Et l'écoute peut être une ressource à la fois qu'on offre à celui qui vit un deuil, ça peut être aussi une ressource qu'on s'offre à soi-même pour être à l'écoute des mouvements de notre cœur à travers ces épreuves. Et puis, cette idée, l'écoute crée un trait d'union qui n'est pas dans le conseil, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans l'empressement de passer à quelque chose. Et je trouve que tu résumes bien, puis tu vois, on pourrait se questionner sur la personne qui écoute. Cette personne-là a-t-elle résolu ses deuils et a-t-elle répondu à la question du sens de la vie? Mhm. Non, ça lui sera très difficile d'être ouverte à l'autre, Ouais. qui va la questionner énormément sur ces choses-là, hein. Alors, c'est pour ça que les gens qui ont maturé, maintenant comme moi, je regarde Rachel, qui est ma responsable du deuil, elle a perdu un enfant en bas âge et elle a eu énormément de difficultés et tout, mais on voit qu'elle a une richesse, un accueil inconditionnel lorsqu'elle accompagne Mhm. les gens, ces choses-là, que c'est le mûrissement de la vie, hein, qui fait ça. Mais je Ouais. trouve que tu as bien résumé aussi. Merci beaucoup, Alain. Merci pour ces échanges. Merci pour tes partages. Je vais glisser le petit lien vers le centre d'écoute des aides-chemins pour les personnes qui auraient envie de bénéficier de l'écoute que vous offrez ou qui auraient des questions, qui auraient envie d'approfondir un sujet ou l'autre en lien avec l'écoute et les deuils. C'est le centre d'écoute Beau Septiement. C'est pour ça que je l'ai mal dit au début, là, mais tous les centres d'écoute, si tu regardes comment on parle, sont habilités à écouter des endeuillés s'ils sont capables de normalisation et de non-jugement. Exact. Je pense qu'on devrait être chez nous, on dit le centre du deuil, mais c'est notre centre d'écoute qui est comme toutes les autres, qui fait cette écoute-là. Et on ne donne pas de formation spéciale. C'est-à-dire, un peu comme ce matin, on a instruit les gens un petit peu plus, mais c'est de l'écoute comme ils sont habitués de faire.
Et oui, c'est chouette de rappeler que le Centre d'écoute Beauce et Chemin est aussi membre de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec. Et dans cette association, il y a plus de 20 centres d'écoute qui réunissent plus de 1000 bénévoles. Et collectivement, à l'échelle de la province, ce sont plus de 144 000 appels qui sont répondus chaque année. Merci beaucoup, Alain. Je vais te souhaiter une très, très belle journée. J'ai aimé beaucoup partager avec toi. Bonne journée à toi aussi.